Et quelle tournure peuvent prendre les événements? Une intervention de la CEDEAO est-elle encore vraiment possible? Eh bien, nous allons tenter d'analyser tout cela avec Niagale Bagayoko, présidente du Centre de recherche African Security Sector Network. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue au Journal Afrique. Alors, depuis hier, on voit que la situation semble évoluer et un peu à peu, on a vu les images de ces émissaires religieux venus du Nigeria. Les putschistes au pouvoir au Niger se disent prêts, je cite, à explorer la voie de la diplomatie et de la paix pour résoudre la situation. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de la façon dont s'est passée cette rencontre ? Alors, on sait essentiellement ce qui a été communiqué par la délégation elle-même à l'issue de ces discussions qui ont pu être menées. Il est extrêmement intéressant de souligner que jusqu'ici, les seules autorités qui ont vraiment eu l'oreille des autorités militaires qui ont pris le pouvoir, ce sont des acteurs non étatiques, des acteurs informels qui remettent sur le devant de la scène l'importance des mécanismes aussi traditionnels de gestion des conflits qui font appel à des solidarités religieuses, culturelles et qui renvoient aussi, à mon avis, à un répertoire d'instruments qui n'est pas forcément institutionnalisé et usité dans le type de mécanisme auquel on a eu recours jusqu'ici. Voilà, je rappelle que cette médiation des religieux a été menée avec l'accord du président en exercice de la CEDEAO et que les émissaires de la CEDEAO qui étaient venus précédemment n'avaient pas été reçus par les putschistes. Alors il y a une autre initiative en faveur de la diplomatie, c'est celle du Parlement de la CEDEAO qui s'est réunie hier. Alors c'est un organe consultatif qui est constitué d'hommes politiques des différents pays membres de la CEDEAO et beaucoup sont opposés à une intervention. Il demande à mettre sur pied une médiation. Est-ce que vous pensez que ça pourrait prendre le relais, cette médiation, si elle se formait, des émissaires nigérians? Et en tout cas, qu'est-ce qu'elle pourrait apporter, cette médiation de plus? En tout cas, ce serait très intéressant en ce qui concerne l'architecture institutionnelle de la CEDEAO, où jusqu'ici, le Parlement a toujours été plutôt marginalisé sur les questions de sécurité. Il s'agit, comme vous l'avez dit, d'un organe consultatif qui, en général, n'a pas voix au chapitre. Et je pense que s'il a pu prendre la parole, c'est parce qu'on s'aperçoit que de très nombreuses personnalités politiques, y compris certaines qui ont exercé des responsabilités en son sein, sont exprimées notamment pour remettre en cause l'option armée. Donc je pense que ça peut être une voie intéressante, même si je doute que les parlementaires de la CEDEAO puissent avoir vraiment beaucoup de leviers. En tout cas, ce que vous nous expliquez, c'est qu'à la faveur de cette crise nigérienne, le Parlement, qui a été longtemps marginalisé, comme vous dites, reprend peut-être un petit peu la vigueur, en tout cas pour l'heure. Oui, et si je puis me permettre, on voit que d'une manière générale, les parlements reprennent de la vigueur à l'intérieur des États membres de la CEDEAO eux-mêmes. Ça a été le cas en premier lieu du Parlement du Nigeria, lorsque les sénateurs ont fait valoir leurs réserves face à l'option armée. Et on sait qu'au sein du Parlement de Côte d'Ivoire, dans l'opposition, il y a eu aussi des voix pour s'élever contre cette solution. En tout cas, pour l'heure, l'option militaire, même si elle ne semble plus être l'option privilégiée, n'est pas encore complètement écartée, même si les contours restent encore à définir. Alors, je vous propose de revoir en images comment se sont déroulées les précédentes interventions militaires de la CEDEAO. On écoute les explications de Golnouch Barzegar. C'est au Libéria, en août 1990, que la CEDEAO actionne pour la première fois sa force d'interposition ECOMOG. Déployée dans le pays en pleine guerre civile, elle parvient à ramener la paix 7 ans plus tard. En 2003, ces soldats sont de nouveau envoyés à Monrovia pour faire face aux rebelles. La mission dans la capitale est un succès, mais incapable de s'imposer sur tout le territoire, la CEDEAO transfère son contingent à l'ONU. La guerre civile ravage aussi la Sierra Leone voisine, où la CEDEAO redéploie dès mai 1997 ses soldats désengagés du Libéria. Là aussi, pour tenter de mettre fin à la guerre civile en cours depuis 6 ans. L'ECOMOG chasse la junte militaire, rétablit le président Ahmad Tejan Kaba au pouvoir, bloque une offensive rebelle sur la capitale en 1999, avant de céder la place à l'ONU un an plus tard.
Février 99, c'est au tour de la Guinée-Bissau de faire face à une rébellion sanglante. 600 soldats de l'ECOMOG tentent d'y ramener la paix, mais la force échoue. Les violences reprennent, les rebelles reviennent au pouvoir. La CEDEAO y intervient encore en 2012, pendant 8 ans, après un nouveau coup d'État, puis en 2022, après une autre tentative de putsch. Lorsque la guerre civile embrase la Côte d'Ivoire et scinde le pays en deux, la CEDEAO y dépêche 1300 hommes en avril 2013, tout en appelant l'ONU à agir. L'année d'après, ces hommes intègrent l'ONUCI, l'opération onusienne qui s'achève en 2017. En janvier 2013, lorsque le nord du Mali tombe sous la coupe des djihadistes, la CEDEAO envoie ses soldats pour aider Bamako à reprendre le contrôle. Formée par la CEDEAO, la MISMA, la mission internationale de soutien au Mali, regroupe jusqu'à 6300 hommes, y compris du Tchad, pays non membre de la CEDEAO. La MISMA sera rapidement absorbée par la mission onusienne, la MINUSMA, qui durera 10 ans. La dernière opération connue à ce jour a lieu en Gambie en janvier 2017 pour appeler le président sortant, Yahya Jammeh, à laisser le pouvoir au vainqueur de la présidentielle, Adama Barrow. L'opération Restaurer la démocratie sera une mission éclair. Après quelques heures à peine, elle est suspendue. Au terme d'une nouvelle médiation, Yahya Jammeh abdique et part en exil. Niagalé, si jamais il devait y avoir une intervention au Niger, alors on a répété sur ce plateau, ici même, que ça ferait courir un risque à la vie du président Bazoum. Franchement, est-ce que la voie de la négociation, enfin la voie, de la négociation n'est pas celle qui s'impose, quoi? Est-ce qu'une intervention est vraiment possible encore aujourd'hui? Est-ce que ça vous paraît crédible? Mais moi, il me semble que ces deux options, à savoir d'un côté la négociation et de l'autre la menace brandie de l'intervention militaire, sont indissociables l'une de l'autre. Je suis assez convaincue que le fait d'avoir la perspective d'affronter des éléments armés en grand nombre ou de faire l'objet d'une opération coup de poing qui, en l'occurrence, pourrait aussi faire de nombreuses victimes parmi ceux qui assurent actuellement la sécurité de la junte au pouvoir, pèsent aussi dans leur décision de revenir à davantage de négociations aujourd'hui. Pardon, je vous arrête, mais quelles seraient les options possibles? Ça veut dire, il pourrait y avoir quoi comme option? On essaie d'exfiltrer le président Bazoum, puis on fait une opération militaire, ou alors on fait une opération militaire pour sortir le président Bazoum? Enfin, quels seraient les scénarios, les différents scénarios? Alors, très modestement, puisque je ne suis pas militaire, ni chef d'état-major, mais observatrice, voilà. malgré tout. Voilà, exactement. Non, il me semble qu'il y a, bien entendu, tout d'abord, la perspective d'une opération chirurgicale qui viserait, en effet, à exfiltrer le président, mais qu'elle doit effectivement ensuite se poursuivre parce qu'il paraît très difficile de laisser le pays en l'état. Donc c'est ça, au-delà de cette option de l'exfiltration, qui paraît assez compliquée à mettre en place. Parce que n'oublions pas que aujourd'hui, enfin en tout cas jusqu'au 26 juillet, certains militaires de la CEDEAO combattent aux côtés de l'armée nigérienne, comme c'est le cas notamment des soldats du Nigeria du côté du bassin du lac Tchad, dans le cadre de cette force multinationale mixte. Donc ce seraient des frères d'armes finalement qui pourraient être appelés à s'affronter. Donc c'est un scénario, à mon avis, que beaucoup veulent éviter, d'où l'option privilégiée quand même malgré tout de la négociation qui semble s'imposer. En tout cas, dans l'arsenal des réponses de la CEDEAO, il y a évidemment les sanctions économiques qui sont déjà en cours. Les frontières ont été fermées avec les pays limitrophes et depuis plusieurs jours, une centaine de camions sont bloqués à la frontière avec le Bénin. On va regarder les images. Elles sont commentées par Lola Colomba. Une file interminable de plus d'une centaine de camions béninois à l'arrêt depuis plus d'une semaine devant le poste de contrôle de Malanville aux portes du Niger. Les autorités béninoises ont fermé la frontière pour respecter les sanctions prises par la CEDEAO contre le coup d'État. Les chauffeurs partis en tournée sont depuis bloqués et exaspérés. On a laissé nos familles pour pouvoir aller avoir quelque chose à manger pour nourrir nos familles. On ne sait pas ce qui se passe. Nous sommes bloqués là.
Pour prendre leur mal en patience, les conducteurs ont installé des tentes et cuisinent dans ces réchauds de fortune. Mais leurs marchandises commencent déjà à s'abîmer. Il y a le riz qui se mouille, nos bagages dedans, l'eau rentre. Les voleurs ils ont déchiré les bâches, l'eau rentre dedans. Pour les chauffeurs, chaque jour qui passe est un gouffre financier. Nous, on perd beaucoup de choses. Quand on est garé comme ça, l'assurance, là, c'est chaque jour que ça part. La visite technique aussi. Les papiers sont en train d'épuiser. N'en parlons pas, c'est qu'on mange ici. Dans 2 semaines, tu vas manger combien? Les apprentis, tu as des apprentis, ils vont manger combien? 1000 francs par jour. À l'intérieur du pays, le blocus de la CEDEAO entraîne les premières hausses de prix. Depuis la semaine dernière, sur les marchés de Niamey, le sac de 25 kg de riz aurait déjà augmenté de 12%. Niagalé, on a beaucoup parlé des risques pour le Niger, s'il y avait une intervention, les sanctions économiques également. On sait aussi que la CEDEAO est sous le feu des critiques de la jeunesse, des rues africaines. S'il y a intervention, est-ce qu'on ne lui reprochera pas est-ce que ce ne sera pas une décision? Comment est-ce qu'elle pourra tenir cette décision impopulaire? S'il n'y a pas d'intervention, comment elle pourra ne pas se décrédibiliser? On a un peu le sentiment, alors ce n'est pas tout à fait une question, mais on a un peu le sentiment finalement que le Niger est un piège pour la CEDEAO. Politique. Aujourd'hui, en effet, la CEDEAO se trouve un peu face à une impasse, mais il me semble que sa façon de brandir l'usage de la force vise précisément à regagner de la crédibilité face à certaines critiques qui lui ont été adressées, notamment dans le cadre de son absence d'interventionnisme dans la crise sahélienne pour lutter contre le terrorisme. Donc c'est peut-être aujourd'hui une façon de démontrer qu'elle a des capacités militaires, qu'elle a de manière indéniable, puisque ses États membres se sont dotés de nombreux moyens au cours des 10 années écoulées, mais qu'elle est capable aussi de les mobiliser. Beaucoup parlent ou envisagent, en tout cas suggèrent peut-être des réformes dans la CEDEAO qui est critiquée. On l'a vu en tout début de cette interview, on parlait de l'initiative des parlementaires de la CEDEAO qui demandent à mettre sur pied une médiation. Est-ce qu'à la faveur de cette crise, au fond, la CEDEAO pourrait se renouveler ? Moi, je pense que plus que se renouveler et se réformer, il faudrait tout d'abord qu'elle applique ses propres textes. Une des raisons aussi de sa perte de crédibilité est le fait qu'elle n'a pas appliqué un certain nombre de dispositions, notamment celle sur les changements inconstitutionnels de régime, qui est inscrite dans le protocole additionnel de 2001 sur la démocratie et la bonne gouvernance, notamment lorsqu'elle n'a pas condamné et qu'elle n'a pas pris de sanctions contre un certain nombre d'États membres qui ont fait des modifications pour prolonger l'exercice du pouvoir de leurs dirigeants. Il y a aujourd'hui un enjeu. Je pense que l'ensemble des textes sont relativement bien conçus et que démontrer que les chefs d'État sont déterminés à les appliquer, c'est aujourd'hui le vrai défi de la CEDEAO. Niagalé Bagayoko, présidente du Centre de recherche African Security Sector Network, merci à vous. Et c'est donc ce qu'on pouvait dire sur le Niger ce soir. Toutes les informations actualisées et en direct sur la situation dans ce pays sont à retrouver sur notre site internet www.tv5monde.com.